Voilà, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cette émission Carte sur table, 21h, 23h. En 2 heures, nous allons faire un débrief sur cette visite officielle du président français Emmanuel Macron, qui, comme vous le savez, est arrivé à Yaoundé hier, repart tout à l'heure, après pratiquement 24 heures d'intenses activités, entre rencontres avec le patronat, par exemple, la communauté française au Cameroun, les quelques hommes politiques à travers ces délégations et surtout cette audience au Palais de l'Unité avec le chef de l'État. Paul Biya, une audience sanctionnée par une conférence de presse. Au cours de cette conférence de presse, on a donc pu voir et entendre les temps forts, le résumé de ce qui s'est dit entre les deux présidents, l'intérêt de cette sortie. Les analystes parlent d'un intérêt économique, d'un repositionnement politique et stratégique face à la montée d'autres partenaires du Cameroun, de la Chine, de la Russie. Tout cela a certainement été évoqué au cours de cette rencontre. On va en parler pendant 2 heures avec les invités. Côté cours, côté jardin, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu? Qu'est-ce qui se serait dit? Quelle est l'orientation des relations désormais entre le Cameroun et la France? Voilà un peu les enjeux de l'émission de ce soir avec 5 panélistes, 4 sur le plateau et un sera au téléphone dans un instant. Mathurin Biol, bonsoir. Bonsoir, député Tonga. Bonsoir, mes copanélistes. Et bonsoir à vos millions, n'est-ce pas, de téléspectateurs. Vous êtes du SIF. Merci d'être là ce soir. Anissé Kane, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de STV. Merci de m'avoir invité. Vous êtes du Manidem, président national. Le docteur Roger et toi, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Médecin de santé publique, on vous aura dans une posture bien particulière tout à l'heure. De citoyen. Voilà. Merci également d'être là. Hervé Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, député. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Membre titulaire du comité central du RDPC, merci aussi d'être avec nous. Et puis, on aura au téléphone, je l'ai dit, Elie Smith, bonsoir. Merci également d'être en direct de Yaoundé. Vous allez garder l'antenne tout au long de cette émission avec vous. On va évoquer cette visite officielle d'Emmanuel Macron. Le temps peut-être pour nous de prendre la transition et de revenir juste derrière, en plein dans le débat. Alors, Elie, je commence peut-être avec vous. Vous qui êtes à Yaoundé, d'abord, quelle est l'ambiance? L'ambiance, pas forcément ce que nous on voit, pas l'ambiance des rues, mais je veux dire l'ambiance au niveau des responsables politiques, des responsables diplomatiques, au niveau de tout ce qui se fait depuis hier dans ce moulage entre autorités officielles camerounaises, hôtes de la délégation française. Yaoundé est calme et dans les milieux diplomatiques, c'est aussi un calme plat, mais en ce qui concerne le gouvernement camerounais ou les gens du gouvernement, je pense que c'est un triomphe diplomatique pour le régime de Paul Biya. Et en particulier pour le président de la République elle-même. Si vous vous rappelez, les premiers mandats de Macron a ressemblé un peu à celle de François Hollande. Il était un peu idéaliste, je ne voudrais pas dire naïf, parce que qui aurait cru que Macron, qui se présentait comme quelqu'un qui devait faire sauter la France-Afrique avec les idées idéalistes, aujourd'hui vient devant quelqu'un qui les a présentés comme quelqu'un du passé. Ça démontre deux choses pour moi. La première chose est que la diplomatie française, et ce n'est même pas moi qui le dis, depuis 1986, Alexandre Desmaranges l'avait déjà dit, la diplomatie française perd les pédales. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y avait aussi une fougue de jeunesse. Donc Yaoundé est content. C'est une victoire diplomatique pour le Cameroun, pour que la France reconnaisse la position stratégique de M. Paul Biya. Mais maintenant, les autres Camerounais n'ont pas les mêmes enthousiasmes. Vous savez qu'il y a un certain contentieux que beaucoup de Camerounais ont vis-à-vis de la France, en particulier entre 58 et dans les années 71, parce que la France, comme tous les pays impérialistes, a voulu imposer
sa vision sur le Cameroun. Mais d'accord. vous savez, la diplomatie, il n'y a pas des amis permanents, ni des ennemis permanents. Nous ne devions pas toujours effacer le passé. Merci pour cette entrée, Elie Smith. On va faire pareil ici sur le plateau, messieurs. D'emblée, d'entrée, première à l'analyse, première lecture, pardon, dans le cadre de cette visite officielle, Mathurin. Oui, première lecture, c'est qu'effectivement, Macron est arrivé au Cameroun. Il n'avait pas fait au courant de son premier mandat et maintenant, effectivement, il arrive, il a expliqué les raisons qui ont poussé à ce qu'il commence par le Cameroun. Il a dit que le Cameroun est un partenaire stratégique important pour la France. Voilà la raison pour laquelle il a commencé son périple par Yaoundé, le périple qui va le conduire au Bénin et en Guinée-Bissau. Donc, c'est ça, c'est ce que nous constatons effectivement déjà. Bon, maintenant, sur le contenu de ce qu'ils se sont dit, et je pense que lors de la conférence de presse, les deux chefs d'État ont longuement expliqué quel était le contenu de leurs échanges et ce qu'ils entendaient faire à l'avenir pour améliorer les relations entre les deux États. Ils nous ont parlé de ce qu'ils se sont penchés sur les questions, d'abord sur le plan international, sur le dossier ukrainien, et aussi sur le plan national, parler de l'intérêt de la France sur les questions, sur l'amélioration de l'agriculture au Cameroun, au niveau du numérique, et aussi sur les questions sécuritaires. Donc d'emblée, voilà les premiers points que nous retenons sur la présence du président français au Cameroun et au moment où il s'apprête à quitter notre sol. Hervé Emmanuel Combe. Mais écoutez, je pense que avant de rentrer dans le contenu, nous sommes là, nous assistons au retour du bon sens sur les émotions et les rêveries. La Chine et la France, dans sa deuxième phase avec Macron, découvrent que le Cameroun est un très grand pays, qu'il a une position géostratégique unique et que c'est un partenaire dont on peut se passer. C'est une très bonne nouvelle. Nous sommes heureux que la France respecte le Cameroun tel que nous l'aimons. Et bon, maintenant pour le reste, chacun regarde cette visite avec ce qu'il espérait. Il y en a qui ils espéraient qu'ils allaient être adoubés, devenir des archevêques ou des sous-préfets de la France au Cameroun. Et bien là, on est devant une démonstration de la raison qui peut paraître cynique pour certains, c'est-à-dire que les pays n'ont que des intérêts et que la France a besoin du Cameroun et nous avons un président qui a la patience et qui a vu venir toute cette situation. C'est une très bonne visite. Elle se passe dans les conditions qui sont sécures. Mais je pense que c'était une visite d'abord politique. Et avant d'avoir des conséquences économiques et géostratégiques, parce que l'Europe s'est rétrécie à la fois diplomatiquement et en termes économiquement avec l'Ukraine a été l'erreur qu'il ne fallait pas faire, qui démontre, n'est-ce pas, les limites, les faiblesses de l'OTAN et de l'Europe. Et maintenant, on va voir que le monde a changé et que nous ne sommes plus de bétail électoral à l'ONU. Il va falloir demander notre avis. Et là, le Cameroun fait la démonstration que la politique juste du président a été d'avoir des partenaires, c'est-à-dire que la France, qui était 40% dans notre économie, sur le plan commercial, est, disons, à 10%, pour les optimistes, à 12%. Donc c'est un partenaire lambda. À la limite, le Nigeria est plus important, mis à part notre histoire commune qui est coloniale, et puis plus importante pour nous sur le plan diplomatique et économique que la France. Donc, pour moi, c'est une bonne chose que la France, le président français revienne ici et qu'il voit la réalité. Et c'est mieux que de voir des entretiens spontanés dans les rues de Paris ou de Clichy où on disait n'importe quoi. D'accord. Docteur Roger, toi, votre première entrée sur cette visite? Oui, je constate tout simplement que le président français a fait cette visite au Cameroun en marchant un peu sur des œufs, un peu comme s'il conduisait, il était il conduisait une voiture en pleine côte, donc il fallait manier à la fois l'embrayage et l'accélérateur. Vous savez bien que il y a le dilemme de sa génération, c'est-à-dire rompre avec la France-Afrique, la célèbre France-Afrique, ou alors préserver les intérieurs
les intérêts supérieurs de l'État, c'est-à-dire la raison d'État. Et donc, depuis qu'il est arrivé, il s'attelle à la fois un coup, il bascule vers les sociétés civiles. Il a d'ailleurs organisé un sommet Afrique-France à Montpellier avec uniquement les sociétés civiles. Sommet informel. Voilà. Bon, il a organisé un sommet avec uniquement les sociétés civiles. Mais évidemment, il sait qu'il ne peut pas faire sans les gouvernants, sans les autorités politiques africaines. Donc, je vois que c'est pour ça que je vois dans ses bagages, il est à la fois venu faire une visite officielle, mais on a vu tous les photos qui circulaient dans l'avion. Il avait des artistes, des intellectuels, des acteurs de la société civile. Donc, c'est un peu, même dans la programmation, il avait des aspects purement protocolaires, diplomatiques, mais il avait également des aspects purement populaires et récréatifs, tels que au Club Noah ou avec d'autres acteurs de la société civile. Donc je pense que c'est je trouve cela assez intelligent de sa part, de pouvoir marcher sur un continent qui est en pleine mutation, avec une masse, une pyramide des âges qui est majoritairement jeune. 65% de la population africaine a moins de 20 ans. Elle veut une rupture totale avec le système néocolonial, une rupture économique, une rupture monétaire, une rupture militaire, diplomatique. Et ce n'est pas toujours évident pour un président. Le premier mandat a sûrement été un mandat de l'idéalisme. Aujourd'hui, c'est un mandat de la réelle politique et je pense qu'il s'est plutôt bien en sorti lors de cette visite, du moins sur les images que nous avons pu voir. Anissé Kane. Bon, je pense que la réalité a rattrapé Macron. Au-delà du comportement paternaliste de la France, généralement vis-à-vis de nos pays africains, il y avait aussi cette arrogance de Macron vis-à-vis des Africains, j'allais dire, qui frise le mépris, parce que la pseudo-rencontre de Montpellier était pratiquement une offense pour nos pays. Vous imaginez un chef d'État africain se retrouver en France et convoquer la jeunesse française. D'ailleurs, l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Donc, Montpellier, c'est une grosse farce. Je ne vois pas en quoi cette visite peut rehausser les qualités de Macron, s'il en a quelques-unes. Je pense plus que la réalité l'a rattrapé. Il s'est rendu compte que la petitesse de la France réelle est en passe de devenir la réalité. La France sans l'Afrique n'est qu'une petite puissance. D'ailleurs, on réclame déjà qu'elle perde son poste au Conseil de sécurité. Oui. Et je pense que ça ne risque pas de tarder. Compte tenu de ce qui risque de se passer en Afrique. La vague de contestation qui se lève là en Afrique contre l'hégémonie française, elle va prendre de l'ampleur. Nous avons dit qu'on n'est pas demandeur de la visite de Macron. Je pense qu'il est venu voir où en est le Cameroun par rapport à cette vague de contestation. Je crois qu'au-delà des flonflons du Hilton et de l'aéroport, il n'y a pas eu grand enthousiasme de la part de la population à cette visite. Et je crois que c'est ce qu'il faut noter. Contrairement à ce qu'il aurait pu imaginer, l'accueil du Cameroun a été plutôt, au niveau de la population, a été très très froid. Et je crois que la réalité l'a bien rattrapé. D'accord, je suggère une structuration quand même de nos débats. On va faire une analyse sur les questions politiques, purement politiques. On va évoquer le volet sécuritaire, ensuite la diplomatie, puisqu'il y a
des arrière-enjeux avec la Russie, le positionnement de la Chine, et puis on va finir sur l'aspect purement économique. Et Elie, de ce point de vue donc, peut-on parler ou peut-on envisager de retombées politiques au cours de cette rencontre quand on connaît un peu le contexte en termes de politique intérieure? Nous sommes à 3 ans d'une élection présidentielle. D'ailleurs, la question a été posée pendant la conférence de presse et le président a dit qu'il fallait être patient. C'est peut-être pas le mot-à-motage, mais c'est l'esprit qu'il fallait être patient pour savoir en 2025 s'il sera candidat ou s'il rentrerait au village. Il y a dans ce contexte politique-là qui est également un pan avec le volet politique de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a l'opposition camerounaise qui demande des mesures plus correctes en termes d'organisation des élections. Il y a que la succession, si on peut le dire comme ça, à la tête de l'État, est également en débat. De ce point de vue, avez-vous le sentiment que même dans le huis clos, les chefs d'État ont-ils évoqué ces questions-là? Bon, je ne voudrais pas spéculer des discussions qui ont été faites avec deux personnes, mais je pense que la France connaît suffisamment que le Cameroun, c'est un État indépendant et souverain. Et la France ne doit pas se mêler avec les problèmes internes du Cameroun. Elle peut donner des conseils, elle peut contribuer ce que les Camerounais ou l'administration peut vouloir, et que quand la France fait des promesses, elle doit la tenir. Par exemple, le gouvernement camerounais n'avait pas demandé l'argent pour la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. C'est M. Jean-Yves Le Drian, lui-même est venu ici, il a promis 40 millions d'euros, ce qu'ils n'ont pas donné, malgré un peu l'ambassadeur français avait dit on n'a pas eu ça. Moi je pense que le problème de succession, la France n'a pas eu s'y mêler. Et je crois que le président a très bien répondu. Il y a une constitution qui est à respecter. Dans la France, je ne vois pas pourquoi nous, les Camerounais, nous pouvions vouloir que la France se mêle à notre affaire. Soit nous sommes indépendants ou nous ne le sommes pas. Sur l'aspect politique, non. Soutenir, oui, comme par exemple, il a parlé comme la régionalisation pour qu'on résout le problème qui est dans le nord et du sud-ouest. C'est quelque chose qui est en cours. Peut-être elle est lente, mais je pense que la France ne doit pas se mêler dans nos histoires. Et parce que la France a cette arrogance, c'est même écrit par un Français, un ami, Antoine Glaser, en 2006, avait écrit un livre arrogant comme un Français en Afrique. C'est cette attitude des Français de vouloir se montrer, vouloir diriger des pays de la dans son précaré, qui est aussi responsable de cette révolte populaire dans beaucoup de pays de l'Afrique francophone. Donc moi, je n'expère rien sur le plan politique. Mais peut-être sur l'autre aspect, comme vous avez dit, qu'on organise, on échelonne, on peut en parler. Oui, tout à l'heure, on va évoluer sur ces aspects-là. Mathurin Biol, au-delà des questions d'entrée que j'ai posées sur le volet politique, on sait néanmoins que l'opposition camerounaise en voulait. Je dis qu'elle a beaucoup espéré de cette venue d'Emmanuel Macron, d'ailleurs. Une certaine opposition. Il y en a plusieurs. Oui. D'ailleurs, on a pu voir qu'il y a une délégation de députés français qui a rencontré des leaders politiques ou leurs représentants dans le cadre de cette visite officielle, le PCRN, le SDF, le MRC, l'UDC, je cite de mémoire. Donc, sur cette question politique, y a-t-il lieu d'espérer que c'est peut-être, je ne vais pas dire le coup de pouce, mais la présence de la France dans le débat politique à l'intérieur du pays? Bon, pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne le SDF, nous ne pensons pas que nous espérons tant que la France s'immisce, n'est-ce pas, au débat interne au Cameroun. Ce qui s'est passé, c'est vrai, vous avez dit que l'opposition attendait beaucoup de cette rencontre. Le président Ikané a bien fait de vous préciser que c'est certainement d'une certaine opposition, parce que
nous n'attendions pas véritablement grand-chose. Nous avions, lors de notre dernière rencontre, le NEC, nous avons fait des recommandations qui s'adressaient à l'endroit du président de la République, où nous lui demandions, n'est-ce pas, de respecter, d'avoir une posture, n'est-ce pas, qui respecte la souveraineté du Cameroun, qui respecte le peuple camerounais, et une posture, n'est-ce pas, qui amène la France à avoir de la considération pour nous. Nous avions posé un certain nombre de revendications pour le président, afin qu'il porte ce discours-là, afin qu'il porte ces revendications-là face à son interlocuteur, sur des questions telles que les questions monétaires, la souveraineté monétaire du Cameroun, ça se concerne la question du franc CFA, qui pose véritablement beaucoup de problèmes à notre économie, qui est un joug que nous portons depuis les indépendances et qui pèse il y a suffisamment sur nous, et qu'il fallait que cette question-là soit véritablement discutée avec son interlocuteur français. Nous avons aussi demandé, n'est-ce pas, que les accords, tels que le pacte colonial, que ces accords-là soient annulés, que ces accords-là soient abrogés, et tous les amendements et les annexes. Donc, nous sommes adressés au président camerounais afin qu'il ait une posture véritablement responsable et respectable face à ce visiteur, à cet invité du Cameroun. Donc, le SDF n'avait pas une attente particulière. Ce n'était pas, n'attendions pas un sauveur, n'est-ce pas, qui devait venir changer M. Biya ou alors orienter, imposer à M. Biya ce que nous souhaitons qu'il fasse depuis fort longtemps pour le Cameroun. J'ai suivi le président français tout de même, n'est-ce pas, dit que la France soutenait le Cameroun dans le processus de décentralisation. C'est vrai que ce n'est pas notre position. Nous avons toujours souhaité, n'est-ce pas, le fédéralisme pour le Cameroun, parce que nous pensons que c'est le fédéralisme qui pourrait évidemment permettre de gérer toutes les contradictions internes qui existent. Donc, voilà, globalement, nous n'avions pas une espérance particulière. Et monsieur Macron s'en va tout à l'heure là. Pour nous, on a comme un goût de... Moi particulièrement, j'ai comme un goût d'un non-événement. Il est arrivé hier, il est parti, il a eu toutes les rencontres aujourd'hui et il part ce soir. Donc, on a comme un sentiment qu'il y a évidemment eu un non-événement au Cameroun et que malheureusement, c'est vrai, c'était une visite d'un représentant, n'est-ce pas, de 60 millions de Français. On lui doit un certain nombre d'égards parce qu'il représente les frais français, mais sur le plan politique, on n'a pas l'impression que sa présence ici au Cameroun aura un impact particulier sur le cours des choses et sur l'avenir de notre nation. Roger, toi? Moi, je pense que il faut un alignement entre ce qu'on pense et ce qu'on dit, et ce qu'on appelle la congruence. Un certain nombre d'acteurs politiques peuvent effectivement dire qu'ils n'attendaient pas grand-chose, mais on peut quand même observer qu'il y a eu un vrai frémissement, que ce soit on voyait ça sur les réseaux sociaux, et qu'un certain nombre d'acteurs espéraient quand même peut-être un geste ou un coup d'œil et tout ça du président français. Le dire n'est pas une honte. Je pense que cela tient sûrement de l'histoire de la France-Afrique qui n'est pas encore complètement abolie. On sait bien que la France a joué un rôle prépondérant dans les alternances dans certains pays africains, notamment francophones. Il est donc tout à fait légitime qu'un certain nombre d'acteurs politiques locaux aient pu penser qu'il pouvait avoir une certaine attention avec les autorités françaises. Donc il faut d'abord le reconnaître et maintenant aller vers la déconstruction de cette idée, comme l'a dit Monsieur Biol. Il faut aller vers la déconstruction de cette idée et qui est pas des actes, parce que
peut-être 2 ou 3 jours après, on va peut-être voir un activiste qui va accoster le président français. Il a d'ailleurs répondu. Hein, oui, on va voir un sujet. activiste et ce sera parfois porté en triomphe. On va dire, on va dire peut-être qu'il y a voilà, le président français nous écoute et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est une forme aussi d'aliénation. Il faut que les Africains, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui veulent accéder au pouvoir, doivent complètement se désaliéner en se disant que le sort des Africains est entre les mains des Africains et se battre à convaincre le peuple et non à chercher un quelconque adoubement vers des autorités ou vers des puissances. Vous y voyez une forme de quête à l'adoubement dans cette rencontre voulue par l'opposition camerounaise, dans ces sollicitations qu'ils attendent de la France? Je pense que... Sollicitation appuyée. Vous aurez la parole dans 1 minute. Bon, je pense qu'elles ne l'avoueront pas ainsi, aussi formellement, mais je pense que dans toutes les têtes, tout le monde se dit un peu que serrer la main du président français est un point politique de gagner. Maintenant, elles ne vont pas l'avouer publiquement, mais c'est encore ça la réalité. Et c'est ça pour lequel nous devons, c'est un combat que nous devons déconstruire. Je salue sûrement la présence sur ce plateau des gens, des acteurs qui sont bien engagés dans le mouvement de décolonisation. Anissé Kane, je vous ai promis la parole, vous l'avez. Alors, je voudrais quand même m'arrêter sur 2 éléments. Bon, moi, je pas. Non, vous l'avez en dernier. Vous l'avez tout le temps au RDPC. Anissé Kane, alors, il y a quand même deux éléments sur lesquels je voulais m'arrêter. D'abord, lors de la rencontre entre le président Biya et François Hollande, ici toujours à Yaoundé, la question de la succession était revenue. Je crois que c'est en 2015. Oui, Hollande. 2015. Tout à fait. Aujourd'hui, avec Macron, la question de la succession revient également. Ça, c'est le premier point de la question. Le deuxième, on l'a évoqué à l'instant, cette attitude, j'ai failli dire volonté de certains partis de l'opposition a toujours questionné la France, a toujours invité la France, a toujours attendu de la France de s'exprimer sur la question de la succession. Est-ce à dire définitivement dans les esprits qu'on doit intégrer que la France a son mot à dire sur ce qui se passe, alors que le Cameroun se vante d'être un pays démocratie, mieux d'avoir une démocratie apaisée? C'est ce qu'on appelle l'aliénation néocoloniale. Parce que tout à l'heure, le docteur parlait qu'il est légitime. Il n'est pas légitime. Pas du tout. De chercher à se faire adouber par la France. Et la France, ce n'est pas un pays comme un autre. C'est la puissance de la colonisation et de la néocolonisation. Donc ce n'est pas légitime. C'est plutôt embêtant qu'on ait en 2022 des Camerounais, en plus hommes politiques, qui pensent que leur avenir politique, là ça peut encore aller, mais que l'avenir de notre pays se décidera à Washington, à Berlin ou à Paris. C'est complètement aberrant. C'est une aliénation. Moi, je pense qu'il faut leur faire un petit lavage de cerveau. Sinon, reconstruire le logiciel de ces membres de l'opposition qui, je le disais à Dipita, ont fait des demandes appuyées pour être reçus au Cameroun. Si en plus, la France les convoquait. Il faut désaliéner tout le monde. Moi, je ne suis pas aliéné. Il faut quand même le dire, et tout ça, pas pour dédouaner l'opposition. Il n'y a pas une certaine opposition. Il faut quand même le dire. On a vu tous qu'il n'y avait pas que les membres de l'opposition qui ont fait la danse du ventre pour être adoubés. On a quand même vu un certain nombre d'affiches qui trônaient dans la rue, qui ne venaient pas de l'opposition. Donc il faut désaliéner tous les Camerounais. Non. Voilà, je voulais quand même... Cette façon de généraliser les problèmes ne nous plaît guère. Vous savez, tous les Camerounais ne sont pas aliénés. Il y a des anti-néocolonialistes. Ceux qui ont pris des armes pour résister à la France, ils ne sont pas aliénés. On peut comprendre
que le régime d'Aïdo, auquel a succédé le régime du Biya, ait une relation d'adoubement par rapport à la France, puissance colonisatrice, ça peut se comprendre à la limite. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, mais le cheminement d'un État, c'est progressivement d'acquérir, de renforcer, de consolider sa souveraineté. Et qu'en 2022, ceux qui aspirent justement à gouverner à la place de ces derniers soient encore plus aliénés politiquement par rapport à la France, c'est on marche sur la tête. Et nous considérons que cette aliénation les disqualifie aujourd'hui à diriger notre pays. Parce que le vent de contestation, je dis pour la souveraineté politique et économique, qui se lève en Afrique, c'est le vent du futur. S'il y a encore des Camerounais qui pensent que non, la France est bienvenue dans le jeu politique en Afrique, ils sont disqualifiés pour imaginer un jour vouloir diriger les Africains du XXIe siècle, de 2022. C'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, c'est que en 2015, quand Hollande pose la question, c'est une provocation. Tout récemment, à un mois de la fin des enregistrements des candidats, Macron n'a pas dit qu'il était candidat. Mais qui vient de reposer la question aujourd'hui, président Biya, dont tout le monde connaît nos divergences, c'est également, de la provocation. Et j'ai bien apprécié la réponse arithmétique du président Paul Biya. Parce que Macron, lui, ne se comporte pas ainsi lorsqu'on lui pose la question, sera-t-il oui ou non candidat? Mais comme il estime que tout est permis en Afrique, en pays conquis, on vient poser des questions au chef de l'État, devant son peuple, ça pose des problèmes. C'est ça l'aliénation. D'accord. Il ne faut pas accepter des choses pareilles. Je finis en disant, le problème aujourd'hui dans notre continent, c'est moins de remplacer des hommes que d'avoir des paradigmes nouveaux. Et l'un des paradigmes nouveaux qui doit guider ceux qui sont opposants aujourd'hui et qui veulent l'alternance, c'est justement sortir de cette trajectoire néocoloniale qui voudrait que, quand on regarde la France, quand on regarde Paris, on y voit son avenir. Il faut sortir de ça. Et j'ai l'impression qu'une certaine opposition, pour ne pas la nommer, est encore sur cette trajectoire qui sied beaucoup plus aux amis de M. Hervé comme mon ami. D'ailleurs, vous lui passez la parole. Hervé. Vous avez vu que j'ai observé que vous pouvez parler, vous passez la parole. Ça ne me gêne pas. Parce que moi, je suis un peu embêté de participer à un débat caricatural, voire schématique, en n'y participant ni adhère. Je suis étonné que le médecin qui est autour de la table parle de l'aliénation. Non, si ce que le médecin vient de dire, c'est sa position, ça voudrait dire qu'il faut soigner les gens, et d'une façon clinique. Qui va soigner le médecin? Non, mais c'est vrai. Non, je ne parle pas de lui, je parle de l'aliénation. On parle de l'aliénation. Vous permettez que j'aille jusqu'au bout. Moi, je fais partie d'une génération qui n'est pas concernée par ce débat, parce que j'ai aucun complexe vis-à-vis d'aucun Français, aucun étranger. Je suis citoyen d'un État indépendant. Nous avons les cadres qu'il faut. Moi, j'ai été en France dans ma position, où j'ai dirigé des Français. Donc nous ne sommes pas une nation. Par contre... Votre président dit que le meilleur élève de la France, s'il vous plaît, ne répétez pas votre vocabulaire. Par contre, oui, il y a un problème, parce qu'il y a une frange de Camerounais qui se comporte comme le syndrome des sous-préfectures. C'est-à-dire que le préfet de région ou le gouverneur des colonies est en tournée. Et du coup, tout le monde entre en hystérie, on fait les choses. Mais ce n'est pas la position ni du président, ni du RDP, de ceux qui le suivent. Je vais vous dire pourquoi. Et c'est là que je souhaite qu'on élève le débat. La France, jusqu'à cette visite, il y avait un contentieux politique, du moins sur le plan symbolique, de nos rapports, de nos relations, où on se permettait de donner des leçons de gouvernance de la République à notre président dans les rues.
et parfois même dans les visites des vaches ou de campagnes électorales à Clichy-sous-Bois. Je ne sais pas si vous voyez Clichy-sous-Bois. C'est un peu comme si le président était en campagne à Dizanguet et qui donnait des leçons à un autre État souverain. C'est ça Clichy-sous-Bois, pour ceux qui ne savent pas. Oui. Or, en venant au Cameroun... Pour ceux qui n'y ont pas été. Bon, je ne peux pas me reprocher d'avoir vécu là-bas. Bon, donc, en venant au Cameroun, je crois que c'est le début, l'amorce d'une mise à jour. Et c'est pour ça que je voulais inviter les uns et les autres de sortir de la nostalgie et de cette maladie transmissible qu'on veut nous imposer, du complexe, pour rentrer dans la réalité, c'est-à-dire le réalisme. Nous sommes un État souverain. Et j'ai une position pas très éloignée de celle d'Anissé. Et ça voudrait dire que je pleure quand je vois ceux qui veulent, qui prétendent qu'ils peuvent diriger le Cameroun, faire 250 demandes d'audience pour... J'ai reçu des images de gens qui m'ont montré seulement parce que Macron leur a serré la main. Écoutez, moi, dans ma vie, j'ai serré la main d'une dizaine de chefs d'État, ça ne m'a pas transformé. Donc, quittons ce terrain et interrogeons-nous sur cette mise à jour entraîne de nouvelles relations et qui sont des relations qui doivent respecter la souveraineté des États. Et c'est en ça que le président va léguer au Cameroun, aux dirigeants du futur, de nouveaux comportements pour affirmer cette souveraineté. Et c'est la France, dans cette visite, pardonnez-moi, qui a besoin du Cameroun. Moi, je ne suis pas dans le souterrain de Congossa des entretiens, mais je sais que c'est la France qui a besoin du Cameroun. Deuxième chose qui est très importante, le monde est en plein mouvement, en plein changement. Et nous aurons de nouvelles alliances. Savez-vous que le comportement de l'OTAN est en train de créer un nouveau géant qui va être beaucoup plus important. Et sur le plan démographique et économique que l'OTAN, les BRICS. Vous êtes dans la géostratégie. Donc, nous sommes en pleine géostratégie. Et en pleine géostratégie, il n'y a pas de petit ni de grand. Anissa a dit quelque chose d'une façon, dans une provocation tout à l'heure. La France, à part sa bombe nucléaire, mais Israël a la bombe nucléaire, n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité. Le Pakistan, la bombe nucléaire n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité. La Turquie même, l'Inde. Et bon, ne sont pas. Mais la France y était parce que elle y était même avant, parce qu'elle avait la France internationale, avec l'Afrique, qui était un bloc électoral non négligeable. Alors, pour revenir à ce problème, docteur, il faut que tu prépares un remède, parce que je sais que tu sais t'attaquer à des pandémies. Cette visite, mise à part son côté folklorique, avec les 250 demandes, n'est-ce pas, d'audience. Qui les ont demandé? Qui sont ceux-là? On fait tous les manguiers dans un village. Bon. Qui sont ceux-là? Mais je peux le dire, tous les partis d'opposition, la plupart, ont souhaité rencontrer le président Macron, y compris le vôtre, monsieur. Ne vous couvrez pas d'un manteau de virginité. Mais votre secrétaire général était là. Pas du tout. Je peux, il faut qu'on soit clair. Je peux, monsieur Biol. Il faut qu'on soit clair. Monsieur Biol, je peux. Ma responsabilité que j'ai au niveau du RPC m'interdit d'entrer dans les discussions. Si je vous dis qu'ils ont demandé, non. Vous permettez que je parle? C'est pas vrai. Je me trompe. Je peux aller jusqu'au bout. Vous allez revenir dans une minute. Je peux aller jusqu'au bout. Tout à l'heure, le docteur Eto'o a dit que ce n'est pas une maladie honteuse d'assumer même ses erreurs. C'est-à-dire que ceux qui ont demandé des audiences, parce qu'ils sont dans l'ancien logiciel, ils ne voient pas le monde qui bouge et le poids qu'il y a maintenant, le vrai poids de la France par rapport au Cameroun. Nous sommes un État indépendant et le président pouvait se rendre à l'aéroport, même à 22h ou à 23h. Mais il a attendu le président français au perron, parce que quand il va en visite en France, ce n'est pas Macron ni ses prédécesseurs qui viennent au journal. Donc je conclue là-dessus en disant, député, l'intérêt de ce débat ce soir, c'est de réveiller les consciences des Camerounais, des leaders, pour leur dire, soutenons cette posture et ce mouvement qui nous rend souverains, du moins jusqu'à un certain niveau, et qui fait en sorte que c'est sur quoi on n'a plus de retard, qu'on le rattrape, c'est-à-dire des grands projets, tels que dans l'énergie. On n'a plus de retard à cause de la France. Nous avons pris des projets dans des infrastructures parce que nous avons été mal conseillés, que nous avons suivi les conseils. Et aujourd'hui, le choix du président d'avoir comme partenaire stratégique la Chine, demain peut-être l'URSS, l'Inde, la Turquie et d'autres pays, c'était le bon choix. Ça nous rend indépendants et ça amplifie la considération qu'on doit avoir de notre pays.
Voilà pour moi le Mathurin, vous symbolisme de réagissez. cette journée. Je veux dire que la question de l'aliénation, c'est une question vraiment très importante. Elle est très importante parce que c'est elle qui nous a vraiment plongé dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Afrique. Malheureusement, le président du RDPC, le président de la République du Cameroun, n'a pas toujours été un exemple sur ces questions-là. Donc, nous souhaitons seulement l'encourager. Vous a écouté. Nous souhaitons seulement l'encourager, Nous souhaitons l'encourager, l'accompagner dans son processus de libération, parce qu'on observe quand même que depuis un certain temps, il pose quand même des actes qui sont quand même des actes d'autodétermination, des actes de libération. Donc, mais par le passé, on peut lui reprocher un certain nombre de phrases. Vous vous souvenez que c'est lui qui a déclaré qu'il était le meilleur élève de la France. C'est lui qui a également déclaré qu'il était allé en France pour rendre compte à M. Macron. Donc, vous voyez qu'en même temps qu'on peut critiquer un certain nombre de points, mais en même temps, on peut encourager l'évolution de la politique aujourd'hui au Cameroun, et l'évolution l'évolution des actes du président de la République. Voilà pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, dans la résolution du SDF, contrairement à ce que vous avez dit, où vous insinuez que nous avions fait des demandes pour... Je ne parle pas de vous, j'ai dit les partis politiques. Ah, je pensais que vous parliez de nous. Parce qu'il est clair que nous n'avions fait aucune demande. Voilà. Nous n'avions fait aucune demande. La preuve, c'est que la rencontre qui a eu lieu entre les députés français, les parlementaires français, oui, et les représentants de certains partis politiques, nous avons été représentés par la secrétaire générale de notre parti. Ça montre évidemment... Qui n'est pas n'importe qui. Oui, mais nous avons un président et nous avons encore plus que... D'accord. Nous, on n'était pas votre secrétaire général adjoint. Vous avez votre secrétaire général adjoint. Voilà. Et aussi, mais tout à l'heure, vous disiez que M. Biya ne s'est pas déplacé pour accueillir Macron. C'est vrai. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais vous savez aussi que ce n'est pas parce que il n'avait peut-être pas la volonté, mais c'est parce qu'il manque maintenant. Vous en savez, vous êtes dans le monde aérien. Non, je vous dis que sa condition physique ne lui permet. Qu'est-ce que vous en savez? Bon, je vais continuer. Je vais dire ceci aussi. Mais le président était... Vous avez vu la rencontre, s'il vous plaît. Mathurin, je vous relance. Oui. Je vous relance. Oui. Le président était au 20 mai. Il était au 20 mai. Le président a fait environ plus d'1h30 debout tout à l'heure avec Macron lors de la conférence. Si vous voulez me dire que c'est parce que le président de la République a déjà marqué certaines libertés vis-à-vis de la France. Moi, je salue cela, si c'est ça. Mais je remarque tout simplement que je remarque aussi que lors de la conférence de presse, il y a certaines choses que nous avons observées qui n'étaient pas vraiment agréables. Lesquelles, par exemple? Chaque fois, vous avez vu les images, les journalistes français étaient tout le temps en train de rire. Après une question, il fallait la répéter 2, 3 fois. Macron s'est engagé à être l'ambassadeur de M. Biya en répétant les questions. D'accord. Donc, vous voyez que ce genre... Non, s'il vous plaît. Ce genre de spectacle, on peut bien aussi... Merci, Mathurin. Alors, Élie, je voudrais quand même avoir votre réaction avant qu'on évolue dans le débat sur cette question de politique intérieure et de ce choix de la succession abordée toujours en présence de moi ces 2 dernières visites officielles. Visite d'État, c'était avec Hollande, visite officielle avec Macron, en présence des présidents français. Est-ce à dire que la France veut ou alors entend toujours participer au débat sur les questions électorales démocratiques? Elle veut faire comme une forme d'ingérence et parallèlement, l'opposition saisit bien ce jeu-là, puisqu'on observe que certains partis assez souvent interpellent, souhaitent inviter la France dans nos questions. Une certaine opposition. Il y a dit certains partis. Hein. Oui, d'accord. Moi, je pense que cette opposition qui veut toujours que la France intervienne dans les problèmes internes du Cameroun, ce sont ce que les socialo-marxistes appellent les valets locaux de l'impérialisme. C'est quand même choquant parce que c'est les mêmes qu'à un certain temps avaient demandé à un moment que l'ambassadeur de France puisse partir
c'est les mêmes que le matin, ils sont contre le franc CFA, ils sont anti-français, mais la nuit, ils font les pieds et les mains pour aller à l'ambassade de France pour avoir l'option de la France. Je crois que c'est un problème qui fait mal. C'est beaucoup dans les problèmes de l'Afrique francophone. Voilà pourquoi l'ancien président Thabo Mbeki avait dit beaucoup des hommes soi-disant intellectuels ou hommes politiques de l'Afrique francophone ont besoin d'une seconde décolonisation. Et maintenant, en ce qui concerne la France qui veut toujours s'immiscer, je crois qu'il faut souvent négliger. Le journaliste veut faire souvent son buzz. Moi-même, je suis journaliste. Donc, je pense que c'est quelque chose à négliger. Le Cameroun, c'est un État souverain. Les Camerounais doivent essayer de résoudre leurs problèmes et que si nous croyons que nous sommes indépendants, nous sommes souverains, nous ne devions pas attendre la France à s'immiscer dans nos affaires internes. D'accord, je vous suggère, oui, vous voulez rebondir? Non, mais quand on parle de la France, c'est restrictif. Parce que ces mêmes opposants sollicitent les États-Unis aussi. En fait, oui. Oui, non, mais parce que ce n'est pas... les amis de lui. Oui, vous voyez pourquoi M. Smith rit. C'est qu'il faut pas se cramponner à cet adoubement par la France. Il y en a qui sont des fans de l'ancien secrétaire d'État aux affaires africaines. Hein? Il se sent-il concerné? C'est un ami à Ellie Smith. Ouais. Herman Cohen est un ami. Il y en a qui sont aussi de la Russie, avec l'ancienne Union soviétique, les indépendants, les indépendantistes. Nous n'avons jamais... Vous parlez de nous. Oui, vous êtes des maoïstes. Nous n'avons jamais ni demandé l'intervention de la Russie, ni de la Chine pour régler le problème. D'ailleurs, la crise anglophone a bien montré qu'un certain nombre de Camerounais demandaient l'intervention militaire sur un nombre de pays pour la résoudre. Et ça tombe bien que Ellie Smith soit là. Ah oui, parce qu'il fait partie de cela. Dans la parole, Ellie, il meurt de rire. Oui, Ellie? Je voudrais faire une certaine correction. Moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas si je peux parler. Allez-y. Oui. Bon, moi, je suis un libéral. Je crois que le Cameroun est un pays indépendant. Le problème que j'ai toujours dit, et je vais le répéter maintenant, demain jusqu'à la mort, nous devions respecter la constitution de nos pays. Les problèmes que nous avions dans beaucoup de pays africains, j'ai toujours, sur le plateau, là, j'avais pris l'exemple de l'Éthiopie, Somalie, Soudan. Les pays qui n'ont pas respecté leur constitution ont des problèmes. Mais je ne suis pas, encore répété, un valet local de l'impérialisme. Non, moi, je trouve que les Camerounais doivent résoudre leurs problèmes. Et je trouve que ceux qui croient que, par exemple, dans l'opposition, moi, ça me gêne. Pour qu'un changement s'opère dans un pays, nous devions avoir une opposition solide, une vraie société civile et puis une presse indépendante. Mais quand vous avez une opposition qui est divisée, qui est que chacun veut montrer que c'est moi qui est là, vous ne pouvez pas marcher. Si vous avez une société civile qui se confond entre partis politiques et société civile, c'est un problème. Donc moi, je crois que en ce qui concerne la France ou les États-Unis qui l'ont dit, moi je crois que les Camerounais ne doivent pas compter sur les États-Unis ou sur la France. D'accord. Elie, je vous reprends dans 5 minutes. Hein. Il y a le représentant France du PCRN qui voudrait intervenir. Il s'est peut-être senti concerné par le débat commun. Je vous reprends, je vous en prie, dans 2 minutes seulement. Le temps pour nous d'essayer d'avoir Jean-Jacques Diog Miseke qui veut également apporter du sien dans ce débat ce soir. Jean-Jacques, bonsoir. Je demande pardon à Adonis Yamen qui n'a pas prévu cette intervention, mais plus qu'elle est spontanée. Bonsoir, merci d'être en direct depuis Paris. Vous voulez faire un commentaire sur cette venue au Cameroun? Vous êtes de la diaspora. Je rappelle que vous êtes le représentant PCN France et Europe, si mes souvenirs sont bons. Alors, vous avez l'antenne. Oui, merci député. Je voulais d'abord dire bonsoir à tous vos panélistes, au grand-père Edwin Com, qui était aussi un ancien de la diaspora, ainsi que le président Ikanès et le docteur Edouard.
et l'autre panéliste est Mathurin Biol du SDF. Voilà. Donc, je voudrais seulement dire que, comme tout à l'heure a relevé Hervé Comme, l'enjeu de la visite du président Macron était très important au Cameroun. Mais il n'en demeure pas moins que la situation du Cameroun préoccupait effectivement, du moins nécessitait que le président Macron vienne au Cameroun pour essayer un peu de dissiper cet homme de malentendu. Mais je ne voudrais pas surtout laisser entendre que les leaders politiques couraient à un rendez-vous. Je vous rappelle qu'il y a plein de cadres de RDPC qui ont aussi sollicité rencontrer le président Macron. Beaucoup n'ont pas été acceptés. Beaucoup de cadres acceptés. Je ne sais pas si l'ennemi a été sollicité, a sollicité cette rencontre, mais beaucoup de présidents. J'étais à du bon baril, moi. Beaucoup de cadres du parti de M. Comme ont sollicité, mais n'ont pas eu cette chance de voir Macron. Donc, c'est vice-versa. Alors, vous voulez dire quoi? Vous les alignez dans le même panier? Je veux dire que, à la limite, ça peut être logique pour le RDPC, mais je veux dire comprendre que l'opposition qui se dit vouloir être dans la rupture, qui sait peut-être reconstruire ou alors poursuivre la construction du Cameroun, savoir qu'elle sollicite quand même ce genre d'entretien, d'échange à ce niveau, ça pose des questions, non? Non, il ne faut pas regarder ça sous cet angle-là. D'accord. C'est une culture qui est africaine. Hein. C'est maintenant que les démocraties se réveillent et que les oppositions veulent s'auto-saisir des problèmes et s'auto-gérer. Mais par le passé, vous parlez pour vous. Parlez pour vous. Tous les partis politiques souhaitaient rencontrer, n'est-ce pas, un président français qui venait au Cameroun. C'est faux. Mais à côté de ça aussi, peut-être je n'aurai plus le temps d'avoir la parole, mais je voudrais saisir aussi pour dire que ce qu'on a vu aujourd'hui, je respecte vraiment les personnes d'un certain âge parce que nous tous nous sommes amenés à atteindre l'âge que le président Biya, tout ceux qui ont la chance maintenant. Mais ce que nous avons vu aujourd'hui en Mondiovision, ce n'était jamais arrivé au Cameroun. Le grand frère Hervé Comme a vécu ça en France et il sait bien que la situation de santé des chefs d'État européens et français en particulier est très scrutée. Très scrutée. Et ce qu'on a vu aujourd'hui en Mondiovision, la situation de notre chef d'État, n'honore pas le pays. N'honore pas du tout. Peut-être vous allez revenir tout à l'heure sur ce problème. Mais ce que nous avons vu à cette conférence de presse n'honore pas le chef de l'État. C'est-à-dire le président Macron pouvait même dire les contre-vérités de le président Biya aurait répondu sur ce que le président Macron a dit. Vous imaginez un peu ça, un peu ou pas? Que le président Macron répète au président Biya ce que les journalistes ont dit. Donc il aurait dit autre chose et que le président Biya aurait répondu. Mais c'est grave cela. Merci pour... Ça devait vraiment interroger le grand frère Hervé. Et tous les journalistes français. Merci Jean-Jacques Diok-Miseke, merci pour cette intervention assez spontanée pour réagir au nom de votre parti, le PCRN, dont on sait que il fait partie des organes politiques qui ont été reçus dans le cadre de cette visite officielle avec les parlementaires français et l'opposition camerounaise. Alors vous gardez l'antenne, on est revenu à vous, vous gardez l'antenne, on poursuit le débat. Elie Smith, Hervé. Oui, non, moi je voulais faire une observation parce que nous avons autour de cette table le Cameroun de demain. Je reviens sur le docteur Etoa, il a beau se retourner. Il prend la parole après vous d'ailleurs. Oui, ben, très bien. Je voudrais dire au docteur Etoa qu'il me cite un seul exemple d'une alternance démocratique faite par la France en Afrique. Ça n'existe pas. Si le changement de pouvoir s'est procédé par le coup d'État, eh bien, ça ne marche pas. Moi, je suis un républicain et je n'accepte pas donc, docteur Etoa, la France n'est pas là pour nous redresser, réparer, conduire. Je crois qu'on est en train de donner à la France un rôle qui dépasse sa vraie dimension. Autre chose, je suis d'accord avec Jean-Jacques Njok dans son analyse en réaffirmant que nous avons besoin de dynamisme et tout. Bon, il peut y avoir quelques dysfonctionnements dans la préparation de ces entretiens. Ça sera réglé là où il faut. Mais l'essentiel est que le malentendu et les ambiguïtés de nos relations politiques
ont été levées par le fait simplement que le président Macron est revenu à la réalité. Dernière chose, ça je le dis à mes compatriotes de l'opposition. Le monde d'hier, qui consistait à ce que pour être candidat à la République, il faut aller serrer les mains des présidents étrangers. Ça, même en France, on le faisait. Ils faisaient les voyages pour qu'on voit. Même d'ailleurs, Marine Le Pen est allée saluer Poutine pour qu'elle ait la dimension présidentielle. Ce monde a changé. Emmanuel Macron n'a rencontré aucun président avant d'être élu président de la République française. Et je peux citer ici en Afrique. Donc, quand on a des hommes politiques talentueux, qu'ils cessent de donner l'impression qu'ils sont sous tutorat des puissances étrangères, parce que vous ne pouvez pas tous les jours participer au gonflement du sentiment anti-français et dire tout d'un coup, parce que vous allez dans les jardins d'une résidence, tout va bien. Non, moi j'étais heureux que Macron vienne ici, d'abord parce que le Cameroun est une belle destination, mais je suis sûr qu'on lui a dit à l'endroit où il fallait que serrer les mains des vaches, des étrangers, des clandestins et tout ça, pour commenter la politique camerounaise, ce ne sont pas les manières que nous allons accepter et que la politique camerounaise se décide au Cameroun. À propos du changement de président, écoutez, François Mitterrand, à son âge, il a été candidat une deuxième fois. J'étais en France. On ne lui a jamais posé la question avant la date de la campagne, s'il est encore candidat. Vous venez ici interroger le président alors qu'il est en action et il est venu, il est devant vous, donc il montre la capacité qu'il a en capacité de diriger le pays. Vous posez la question, c'est de la distraction à moins d'être la fumisterie. Donc moi je pense qu'il faut revenir, tous ceux qui sont pressés. Vos arguments, mais le contexte aussi interroge. Non, mais je vais vous dire une chose. Les cimetières sont pleins de bébés qui ont été enterrés par les arrière-grands-pères. D'accord? Il faut arrêter de spéculer sur l'âge, la fin de vie du président. Nous en avons marre. Il a été élu par 72% des Camerounais. Il est en train de diriger le Cameroun. La vacance pouvoir ne se constate pas. En démocratie, dans un contexte de libre pensée, libre expression, je veux dire que c'est une question libre que certains peuvent se poser. Après 40 ans de pouvoir, quand même, on peut se demander s'il en veut encore. C'est tout à fait légitime. Laissez l'histoire juger le moment venu. Personne n'interdit à l'histoire de faire son travail. Les 40 ans de progrès. On ne peut pas non plus empêcher... Vous ne pouvez pas non plus empêcher aux historiens du présent de se poser les questions. Ce ne sont pas les historiens. Écoutez, quand j'entends, par exemple, on dit que Emmanuel Macron, pour montrer la modernité, a organisé une réunion avec la société civile. Écoutez, c'est ce genre de choses qu'on dit qu'on n'en veut pas. Parce que c'était une réunion informelle et on fait parler des gens qui se présentent comme parlant du Cameroun alors qu'ils n'ont aucun mandat. Alors, docteur, et toi on va évoluer. Demandez à Ellie Smith si on peut organiser une réunion folklorique et dire que ça, c'est la réunion de la rencontre entre États souverains. Mais on le voit quand même. Je veux dire que son ami Tiger Nagui organise des réunions informelles aux États-Unis avec plein de bon, façon de parler. Mais alors, docteur et toi, on va évoluer. Hein. On va essayer de parler des questions géostratégiques à présent, qui peuvent être liées à la diplomatie. Alors, on fait un lien rapide. Macron est au Cameroun, Sergei Lavrov est au Congo. Lui également dans une tournée, il vient au Cameroun aussi. Il arrive, hein? Il me semble. Il faut vérifier. Je crois qu'il allait en Centrafrique, il y a une province. On va vérifier cette information. Mais je veux dire que c'est une coïncidence quand on sait évidemment que cette crise ukrainienne a marqué d'abord par une cassure en Europe. Jusque-là, on avait le sentiment que Russie, France, Europe, Union européenne, tout ça, c'était plus ou moins la même chose, le même bloc. Mais on a pu sentir la cassure. Et une cassure qui a plus ou moins imposé au monde de prendre position. Un nouveau monde. L'Afrique, dans son silence, et Macron l'a dit, donné l'impression à l'Union européenne et à ceux qui ne sont pas d'accord avec la démarche russe en Ukraine que l'Afrique est hypocrite. Alors, dans ce schéma géostratégique, la France perdait le pied au point où, on a pu le voir aussi, je dis cette conférence de presse a été marquée à plus de 40% sur la question russe. Je veux dire que le président français est parti de la France pour une visite officielle au Cameroun, parler de la Russie. La France perd-elle véritablement le pied de ce point de vue-là, en Afrique centrale, au Cameroun? Il est évident que si on compare les années 60, 70 et 80, la France n'a plus la même influence
en Afrique qu'aujourd'hui. Il y a eu le vent du bloc de l'Ouest qui a soufflé après la chute du mur de Berlin. Et donc, la France n'est plus en capacité de pouvoir dominer à elle-même le continent africain. Mais il faut savoir que la posture que le Cameroun a aujourd'hui est une posture ancienne et qui est une posture de neutralité. D'ailleurs, quand le concept tiers-monde, n'était pas lié à la pauvreté dès le départ. Le concept tiers-monde, quand on parle de tiers-monde, c'est parce qu'il y avait le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, et ceux qui n'appartenaient pas à ces deux blocs les non-alignés étaient le tiers-monde. C'est après que ce terme a été relié à la condition socio-économique de ces États. Donc, le Cameroun a historiquement appartenu à ce bloc des non-alignés, et ce n'est pas aujourd'hui que cela va véritablement changer. On l'a vu même pendant l'invasion américaine en Irak. Le Cameroun était membre non permanent du Conseil de sécurité. Malgré des pressions diplomatiques intenses, le Cameroun est resté droit dans ses bottes de rester de la neutralité. Et ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'il y a la crise en Ukraine, et je pense qu'une question a été posée au chef de l'État à cette question. Il a répondu avec la plus grande froideur que les contrats le ministre camerounais de la Défense était allé en Russie pour renouveler un contrat qui rentre dans la routine diplomatique habituelle. Maintenant, il faut savoir que la France ou les autres blocs de l'Ouest ne vont pas se laisser faire. Ils ont quand même, la France a perdu à peu près 75% de son influence économique. On dit qu'il y a quelques années, il était à 40%. C'était 40% de l'économie. Aujourd'hui, ils sont à 10%, donc ils ont perdu un bon bloc. Ils ne vont pas se laisser faire, surtout qu'il y a ce bloc russe qui souffle partout en Afrique, qui souffle en Centrafrique, qui souffle au Mali, et on voit une intense activité diplomatique du ministre russe des Affaires étrangères qui, au même moment, est au Congo-Brazzaville, qui est un pays profondément rattaché à la France. Donc ça veut dire que la France sent effectivement la Russie sur ses pieds. Et donc ces autorités, le président, il est donc obligé de, comme on l'a dit ici, monter au créneau, de faire face à la réelle politique et de venir voir et tout ça là, comment il peut essayer de... Donc ce n'est pas... Maintenant, je pense que du côté français, il faut également qu'il change le logiciel d'influence. La France a toujours perçu l'Afrique francophone comme une source de rente, une rente économique, une rente monétaire, et parfois une rente humaine. On va pas toujours. C'est une rente qu'on ne dit pas toujours. Quand on voit l'équipe, par exemple l'équipe de France de football, elle vient profondément de l'Afrique. Donc l'Afrique a toujours été considérée comme une zone de rente. Et il faut que la France elle-même change son logiciel pour que l'Afrique soit plutôt considérée comme une zone économique. Il y a à peu près... L'Afrique est une chance, et ça reste une chance pour la France. Il y a à peu près 500 millions de locuteurs français dans le monde, parmi lesquels à peu près 300, les 3 quarts sont en Afrique. Et c'est une chance pour l'Afrique. C'est une chance pour la France qui doit donc muter en fait, son système de coopération, qui doit donc partir de la rente vers des activités bilatérales. Et donc, entre guillemets, accepter ou alors céder cette libération que veulent les Africains. Vous savez bien que en 1789, la Grande-Bretagne a perdu 13 colonies aux États-Unis. C'est devenu les États-Unis. Ça a fait très mal, mais aujourd'hui, qui est le plus grand allié des États-Unis, de l'Angleterre, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Amérique. Et donc, ça peut être la France pourrait
reconsidérer l'Afrique comme la zone économique qui va l'aider à se relever dans les années futures. Alors avant Anissé et puis Mathurin, Elie, sur la question géostratégique, France, Russie, États-Unis, Allemagne, je veux dire la sous-région Afrique centrale, avec le positionnement du Cameroun, il y a le conflit, il y a cette crise en RCA, la Russie qui est reçue au Congo. Que peut-on retenir de cette sortie aussi quand même un peu grave, hein? François Hollande, Emmanuel Macron, dans sa réponse à Georges-Alain Boyomo, notre confrère de Mutation, a quand même été assez direct, je veux dire, sur la question russe. Oui, je voudrais apporter quelques corrections. Le Cameroun a toujours été dans le camp de la liberté, dans le camp de l'Ouest, quand il y avait des blocs. Et jusqu'à l'heure actuelle, le président camerounais reste quelqu'un qui est un libéral, qui n'est pas un socialo-marxisant, comme quelqu'un de gauche. Et par contre, il y a encore une autre... Et c'est le camp de la liberté alors? Ah ben, oui, le Cameroun reste dans le camp de la liberté. Ah, d'accord. Le camp de l'esclavage. Monsieur Lavrov va à Brazzaville. Brazzaville, comme on l'aime toujours dire, Brazzaville a la tête à l'est et le ventre à l'ouest. Depuis 64, quand il y a eu la révolution au Congo-Brazzaville, c'est les gens de gauche qui ont pris le pouvoir. Donc Sassou Nguesso, c'est un homme de gauche. Donc c'est normal que quand malgré que son ami de gauche, Namora Maché, lui disait qu'il était un gauche Gucci, parce qu'il s'habillait avec Louis Vuitton, et puis un homme de gauche, naturellement, n'est pas comme ça. Mais je pense que c'est tout à fait normal que quand Sergei Lavrov décide de venir en Afrique, il va donc faire le tour des pays de gauche, l'Algérie, le Congo-Brazzaville, le Mozambique, l'Angola. Et en Afrique centrale, les pays qui sont susceptibles, je crois, de répondre à la sirène des Russes, selon mon entendement, doit être par exemple les gens du MPLA, les Angolais, parce que les Russes les ont aidés à défier l'unitable. Il y avait une grande bataille, la bataille de 72, la bataille de Quito Carnaval, et c'est les gens de gauche. Donc je pense que le monde devient un peu bipolarisé et les Européens, voilà pourquoi la France n'a pas les moyens militaires, mais en termes économiques, la Russie, quelle qu'en soit sa puissance militaire, a le PIB de l'Espagne. Donc en termes économiques, la Russie ne peut pas faire face à la France. Et quand on parle de la France, c'est le bloc fédéral occidental. Donc, mais en termes militaires, la Russie peut le faire. Et ce que la Russie est en train de faire, par exemple, en Afrique, est dangereux. Vous voyez ce qu'il est en train de faire en République centrafricaine. C'est sûr que sur le cas... Ben, vous êtes bien aligné sur les positions américaines. Hein? Ah ben, Vous n'allez pas être aligné sur le cas. Parce que Russie, PIB, Espagne. non, c'est pas vrai. Oui, la Russie a le PIB de l'Espagne. Regardez très bien. En termes militaires, oui, ils sont forts en termes militaires, mais en termes économiques, la Russie n'est pas très forte. Mais la Russie est bon, et je partage l'avis de M. Macron. La Russie, à quel prix elle est en train de réussir en Centrafrique, à un prix énorme de violation des droits de l'homme. Même, on a vu dans un pays comme le Mali aussi. Mais je pense que le président de la République du Cameroun, c'est quelqu'un qui comprend comment le monde marche, qui comprend là où les intérêts du Cameroun, et puis le Cameroun ne doit pas répondre à la sirène des Russes. Oh! Anissé Kané et puis Mathieu. Je ne sais pas en tant que qui parle Smith, hein, c'est un expert à... C'est un journaliste. Ah oui, un journaliste qui dit une chose et son contraire. Le camp de la liberté, M. Smith, c'est ce camp de la liberté qui est responsable de l'esclavage et de la colonisation. Il ne faut quand même pas raconter des choses qui ne tiennent pas debout. Un certain nombre de pays africains ont, grâce à la Russie et à la Chine, accédé à l'indépendance, M. Smith. Le Cameroun est compris. Quand vous dites que la Russie est en train d'acquérir une place de choix en Afrique en violant les droits de l'homme, mais vous me donnez de l'urticaire. Guantanamo, c'est les Russes, M. Smith. L'assassinat de Lumumba. Irak. Le Lumumba constat, c'est les Russes. Les violations
les viols, etc., de l'armée française en Centrafrique et de la force de maintien de la paix, c'est les Russes. Mais il ne faut quand même pas, quand on est dans une émission sérieuse, raconter des choses qui ne tiennent pas debout. Je vais vous dire, M. Smith, les Russes sont là parce que les autres ont échoué. Sinon, l'emprise de l'Occident en Afrique ne pouvait pas permettre une immixtion des Russes et des Chinois s'il n'y avait pas des problèmes qui ont créé cette possibilité. Vous leur envoyez la preuve. Macron a passé tout son temps à parler de l'Ukraine. Il est en visite au Cameroun. Il pose, un journaliste RFI, bien sûr, sous l'impulsion de la France, pose même la question au président du Cameroun, est-ce qu'il condamne l'agression il condamne les Russes dans l'affaire de l'Ukraine? Heureusement que le chef d'État n'a pas répondu à cette question. Macron n'a pas été content. Il s'est permis lui-même de reprendre la parole et d'asséner toutes les insanités contre la Russie, alors qu'il a une visite officielle au Cameroun. C'est quand même extraordinaire. Elie Smith, le camp de la liberté, dont il est aujourd'hui le porte-parole. C'est quand même embêtant. Hervé, un mot et puis vous avez terminé. Non, je n'ai pas fini. Okay. Une minute, hein. Anissé Kane termine. Aux Africains que ni la Russie ni la Chine n'ont colonisé l'Afrique. Ni la Russie ni la Chine ne sont responsables de l'état de délabrement économique de l'Afrique, et surtout l'Afrique francophone. Donc on ne peut pas aujourd'hui, lorsque la roue de l'histoire tourne, revenir en arrière. Tout à l'heure, Dr. Toa disait que la France et l'Occident ne vont pas se laisser faire. Mais apparemment, ils sont perdus. Ils n'ont plus les moyens. Le Cameroun n'était pas demandeur de la visite de Macron. Hein. Macron est venu s'assurer, si le tsunami qui est en Afrique de l'Ouest n'a pas encore atteint totalement les riverages du Cameroun, c'est de ça qu'il s'agit, Dr. Etoa. La France n'a plus les moyens de sa politique d'hégémonie en Afrique. Elle n'a plus ces moyens-là. Et là, le sens de l'histoire, c'est qu'elle perd de plus en plus de terrain. Ce n'est pas le contraire. Pour reconquérir ce terrain, il faut qu'elle accepte que les temps ont changé. Ce qui est grave, c'est qu'elle n'arrive pas à l'accepter. Hervé, un mot et puis Mathurin Biya. Non, je voulais dire à mon ami Elie Smith, nous connaissons depuis qu'on peut être libéral, mais avoir le bon sens. Nous sommes devant l'irruption d'un nouveau monde. Et je crois que le discours ancien qui consistait, le discours de la guerre froide, le monde de la liberté, le monde, c'est un discours éculé. Ce qui est en enjeu, si on aurait le temps de parler de l'économie, c'est que l'irruption des BRICS, et la preuve qui est faite maintenant que le dollar a été qu'un instrument pour protéger une économie qui elle-même est à genoux, l'économie américaine. Vous avez vu comment le rouble a une santé qu'aucune autre monnaie a. Et je voulais donc dire à Elie Smith que quand la Chine prête de l'argent, par exemple au Cameroun, elle ne lui met pas les conditionnalités que le FMI, qui sont des instruments de domination on va aborder l'économie tout à l'heure, des Américains et de leurs amis de l'OTAN, on met donc, ce sont les turpitudes des relations économiques et diplomatiques anciennes qui font qu'aujourd'hui il y a la place. Et je suis étonné parce que Elie Smith et moi je suis un libéral social. Je suis étonné qu'un libéral ait peur de la compétition et de la concurrence. Elie Smith est allergique à la concurrence. Et vous reviendrez tout à l'heure. Mathurin Biol d'abord sur la question. Oui, je pense qu'effectivement, nous sommes tous d'accord ici que l'influence de la France s'érode en Afrique et même dans le monde. Donc, c'est pour nous réjouir, nous particulièrement. Donc, effectivement, le Cameroun se doit d'être à même de choisir ses partenaires sur la base de ses intérêts. Voilà pourquoi je dis les velléités que nous avons observées de la part du chef de l'État d'émancipation, nous les encourageons. Et pour nous, c'est à saluer. Et aujourd'hui dans le monde, j'ai eu à suivre une conférence du président Macron où il disait un jour l'Afrique est l'avenir de la France. Pour eux leurs calculs, leurs stratégies sont basées sur l'Afrique, sur le maintien de leur influence et de leur influence sur ce continent. Mais pendant ce temps, nous voulons que le sous-continent se libère. On veut se libérer, n'est-ce pas,
du joug des puissances impérialistes occidentales, du joug des pays comme de la France. Donc, Monsieur Macron, aujourd'hui, tout à l'heure, il a traité les Africains d'hypocrites en parlant de la crise ukrainienne. C'était grave quand j'ai suivi ça. Je me suis dit, mais quels sont ceux qui ont été plus hypocrites que dans la gestion ou bien dans les ajustements ou bien dans les rapports, ils nous ont pas consulté pour déclencher la guerre. Voilà. Ils veulent qu'on assume les conséquences de ça. Donc venir au Cameroun, nous traiter tous les Africains d'hypocrites, c'est terrible. Et vous savez que c'est le chef d'État français ont cette habitude à chaque fois de préparer des bouts de phrases, n'est-ce pas? Chaque fois qu'ils arrivent en Afrique, ça peut être au Sénégal, à Dakar, pour Sarkozy, qui dit que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Et voilà que Macron arrive au Cameroun, qui nous jette comme ça, que les Africains sont hypocrites, parce que dans le cas du conflit ukrainien et russe, il nous explique que la Russie est l'agresseur et que dans cette situation-là, nous devrions plutôt prendre le parti de l'Europe, qui est de soutenir l'Ukraine. Mais nous, en Afrique, nous jugeons sur la base de nos intérêts. Donc, nous voyons que maintenant, dans le monde, sur les questions sécuritaires, sur les questions de développement, le meilleur allié, aujourd'hui le premier partenaire économique du Cameroun, ce n'est plus la France, c'est la Chine. C'est sur la base, donc c'est sur la base de nos intérêts que nous avons décidé que nous faisons de la Chine notre premier partenaire économique. Donc nous choisissons librement nos partenaires, nous choisissons librement nos alliés. Et je pense que ainsi, nous sommes sur la bonne voie et on va se libérer progressivement du joug de ces nations occidentales qui ne veulent que exploiter nos richesses, le sous-sol, nos richesses minières, ainsi de suite. Et dans leur... Elie, vous avez un mot à dire vous avez une réponse à donner à tout cela? Oui, j'ai des réponses. Premièrement, la Chine que vous tous vous admirez très bien, qu'ils donnent les crédits sans regarder le cas de Sri Lanka aujourd'hui. Sri Lanka est à bout, en faillite, à cause des prix de crédit donnés au Sri Lanka. Mais c'est vraiment le discours américain. La Zambie, bientôt l'aéroport de Lusaka va être prise par les Chinois. Donc il faudra que nous fassions un peu attention aux Chinois. Moi je voudrais que le Cameroun soit indépendant, ne doit pas dire que nous allons quitter du joug de la France, des États-Unis, pour être au joug des Russes et des Chinois. Je voulais répondre à mon ami Emmanuel Kom, quand il dit que l'appréciation de la monnaie russe, c'est tout à fait normal. Quand les Russes décident que tout le monde achète en rouble, et puis donc, c'est normal. Non, c'est normal. Mais c'est ce que le dollar faisait. Mais c'est quand même extraordinaire. Non, écoute, c'est une émission intellectuelle. C'est position contre position. Vous avez le vôtre, j'ai la mienne. Souffrez un peu que j'exprime ma position. L'appréciation de la monnaie russe, le rouble, oui, c'est parce que elle insiste que tout le monde achète en rouble, qui est tout à fait normal. Mais vu les sanctions économiques qu'elle a, elle va jeter le rouble, là va servir à quoi? Et puis moi, je vais revenir et je le dis encore et j'insiste. Ce n'est pas que je suis, comme j'ai taxé l'opposition, une certaine opposition comme des profito-situationnistes ou des valets locaux de l'Occident. Toi, le valet local. Mais je voulais dire quelque chose. Soyons honnêtes. La Russie a le PIB de l'Espagne. Non, c'est pas exact, Elie, mais on en parlera. Non, en termes économiques, elle ne peut pas faire Non, le Elie. pouvoir. Non, écoute, laissez-moi finir. Vas-y. Elle ne peut pas faire le pouvoir face à la France ou les pays occidentaux. Non. Moi, je parle. Et puis, en termes de violation des droits de l'homme, quand vous allez en République centrafricaine, oui, la Russie, par ses mercenaires, ont réussi à donner 80% de territoire au gouvernement de Touadéra. Mais à quel prix? Violation énorme des droits de l'homme. Et en Côte d'Ivoire, il y a ton ami. Et
Oui. c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Voilà. Ça, c'est Herman Cohen qui parle. Il change l'économie ivoirienne. Voilà. Mais quand on avait un socialo-communiste populiste là-bas pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire était à l'économie la plus mais quand endettée. M. Ouattara est venu au pouvoir, ça a changé. Mais je voulais donner quelque chose. La Chine n'est pas vraiment un pays qui fait des cadeaux aux pays africains. Ils sont en train de nous endetter. Ils n'ont pas de conditionnalité parce qu'ils n'ont pas de principe de respect des droits de l'homme. La lutte pour le droit pour la démocratie, les Chinois s'en foutent. Moi, je voudrais que les pays africains quittent sur le joug du russe ou sur le joug français et devenir des pays vraiment indépendants. D'accord, on va passer à... Oui, non. On a posé la question. Oui, On a posé la question. Oui, non, c'est que... Elie à Yaoundé en ce moment. Il faut qu'il vienne à Douala. C'est trop facile. Non, Elie, je t'attends, s'il te plaît, tu nous manques. Il faut je pense venir. que c'est trop facile de lui donner tout ce temps pour dérouler le discours Herman Cohen. d'Herman Cohen. C'est son ami. Cohen et des Américains. La domination du dollar sur le marché mondial, sur l'économie mondiale, c'était une escroquerie. Les États-Unis vivaient Sur le dos des Chinois et des autres. et du monde entier, avec 400 000 milliards de dettes dans le monde, avec un dollar superficiellement gonflé. Donc aujourd'hui, la réalité a rattrapé le dollar et le rouble a pris sa place. Et le One aussi. Le One, absolument. Et M. Elie nous raconte que tout ça, c'est au mépris des droits de l'homme, etc. C'est quand même extraordinaire comment M. Elie ne voit pas que les temps ont changé, cher monsieur. La roue de l'histoire avance. Vous parliez que le monde devient bipolaire. Non, il a justement été bipolaire. Maintenant, il est multipolaire. D'accord. On va donc à présent aborder les questions économiques entre le Cameroun et la France. L'un des volets, l'un des aspects de cette autre visite. D'ailleurs, pour la France, il est question en termes de partenariat de se repositionner. On le sait, la France a longtemps été le premier partenaire économique du pays, du Cameroun. Et puis, ces 10-15 dernières années, on a bien pu voir que la Chine est remontée en puissance au point aujourd'hui et d'ailleurs, le patronat camerounais, comment j'oublie son nom, Célestin Tawamba a fait une lettre ouverte avant son arrivée à Emmanuel Macron. Célestin Tawamba, dont on sait qu'il devait avoir une rencontre avec les officiels. Célestin Tawamba a rencontré le président Macron. Voilà. Ça, il faut que ce soit clair. Mais vous n'avez pas demandé de débattre d'un groupe d'intérêt qui s'appelle le GICAM par rapport à l'intérêt général du Cameroun. C'est-à-dire que Célestin est dans son rôle, le président d'un syndicat d'entrepreneurs, de capitalistes, et qui ont le droit de voir le monde à leur façon. Qui est dominé par les entreprises françaises. Mais quand on arrive sur le débat de l'économie, il faut qu'Elie se prépare. On y est. Allez-y. Bon, écoutez, nous avions des relations qui dataient de la colonisation. Nos relations avec la France ont 108 ans, grosso modo. Anissé, tu m'arrêtes si je me trompe. Non. Parce qu'il y a eu 47 ans de colonialisme, de domination. Et nous voyons aujourd'hui toutes les entreprises dans lesquelles nous avons pour partenaire la France, on peut les quitter. C'est un constat, ce ne sont pas les incantations d'un libéral de Yaoundé, c'est un constat. Et aujourd'hui, la France n'est même pas notre troisième ni quatrième partenaire, il est cinquième, si on va au fond. Donc, si aujourd'hui c'est le réveil d'une volonté de recréer un partenariat, il faut le dynamiser. Quand la France nous dit qu'elle va effacer la dette, elle nous impose de construire les salles de gymnastique, les trucs, et elle ne nous donne pas la dette pour industrialiser notre agriculture, pour faire des infrastructures structurantes qui vont nous amener vers le développement. En imposant les entreprises françaises. Alors, moi je suis un peu surpris qu'un libéral puisse avoir ce discours. Il y avait un problème. Espérons que Emmanuel Macron, par une opération du Saint-Esprit, veuille créer de nouvelles relations qui respectent nos intérêts et qui respectent d'abord un élément historique incontournable.
nous sommes condamnés à aller vers notre destin qui est le développement. Nous ne pouvons pas laisser notre développement conditionné par quelque relation de quelque nature que ce soit. Il faut donc qu'il y ait des hommes et des femmes courageux, comme le fait le président Biya, pour dire le monde bouge. Vous ne pouvez pas empêcher le Cameroun d'être dans le monde qui bouge. Moi, je n'entre pas dans la querelle Est-Ouest. C'est un vieux débat. J'étais à Berlin, même pas 2 semaines avant que le mur de Berlin tombe en 89. C'était une réunion de la Banque mondiale. Mais je vous assure que ceux qui se limitent à cette photographie ne voient pas le monde qui est en train de grimper. Je vous dis que le FMI, la Banque mondiale, n'auront plus l'influence sur le développement des États parce qu'il y a un nouveau monde avec les BRICS, avec ce qui s'est passé en Ukraine. Ils ont ouvert la porte à l'irruption d'un nouveau monde. Et je donne à Elie cette information. Comment explique-t-il que les pays qui sont dans la mouvance américaine et qui ne sont pas des pays négligeables, tels que la Turquie, l'Argentine, l'Égypte, sont candidats pour adhérer aux BRICS? Qui répondent à cette question? Nous sommes face à un nouveau monde. Nous avons la chance d'avoir un président qui nous ouvre la porte à ce nouveau monde. Non, c'est vrai. Nous avons la chance. Quand j'ai vu le président aujourd'hui, je me suis dit quelle chance que ce nouveau monde arrive. Et c'est pour ça que je ne suis pas habitué. Je trouve que le jeune Cabral Libi et Joshua aussi ont pris un ticket pour l'avenir. Et je trouve que ceux qui sont allés ramper pour obtenir un rendez-vous, alors qu'ils refusent la compétition politique nationale qui pouvait les mettre en posture de parler, ont raté le tournant qui est en train mais de se Cabral mettre Libi en est macronien. Qu'il soit macronien ou pas. D'abord, c'est pas vrai, mais le fait qu'ils disent je ne vais pas courir derrière une audience, le fait que Joshua soit resté chez lui, ce sont des signes qui montrent qu'eux, ils voient. Les autres qui sont là, qui pleurent parce qu'on ne les a pas reçus, j'ai vu que même leurs médias, qui sont des églises de réveil, se plaignent que Macron n'ait pas rencontré les chefs. Mais diantre, le Cameroun est l'un des plus grands pays, c'est un hub, et c'est un pays stratégique. L'enjeu, c'est ces pays qui ont besoin de nous. Je termine là-dessus en disant quelque chose. La France est venue crier au secours de ses anciens alliés, alors que c'était un partenaire qui a pratiqué ce qu'on appelle le concubinage avec d'autres mondes. Et il va avoir du mal, parce que les tickets vont être chers pour retrouver cela. Et je peux vous dire, j'annonce ici que le franc CFA, la zone franc, va bouger. Avec la crypto-monnaie? Non, c'est un autre débat. Mais j'annonce ici qu'il y a un nouveau monde. Ceux qui ont la chance de vivre avant 10 ans, nous rentrons dans un nouveau monde. On peut s'attendre à plus. Mon cher Elie, mets à jour ton logiciel. Oui, Mathura. Oui, je voudrais dire que sur le plan économique, il faut déjà le dire, les intérêts français ne sont plus importants au Cameroun. Là, on l'a dit tout à l'heure, là, ils ont dégringolé. Dégringolé ne veut pas dire qu'ils sont plus importants. Ils ne sont plus importants, c'est-à-dire que la proportion, en termes de taille. Donc, passer de 40% de l'économie à 10%, ça montre que et Macron l'a compris, puisque dans sa délégation, il n'est pas venu avec, comme il le fait généralement, avec les hommes d'affaires, ainsi de suite. Non. Il est plutôt venu avec les influenceurs camerounais, avec les Mbembe, avec les Greg Bello, avec les Denis Epoter. Avec des haut-parleurs. Donc il comprend que sur le terrain économique, la France ne peut plus évidemment rivaliser des pays comme la Chine, les pays comme l'Allemagne, même l'Inde, ainsi de suite, le Brésil. Donc maintenant... La Turquie, exactement. Donc maintenant, ce que l'espace, ou alors le domaine que la France essaie d'exploiter, c'est l'influence, essayer d'influencer. Donc c'est un influenceur qui est arrivé au Cameroun. Macron est venu en tant qu'influenceur, non plus en tant que président qui vient défendre les intérêts économiques de son pays. Donc parce que il a venu, et ça va aller crescendo. Ça va aller crescendo. Le Cameroun, ça on l'encourage parce qu'il faut vitalement que sur le plan économique, on a besoin de s'industrialiser. Pour s'industrialiser, il faut qu'on abandonne les anciens partenaires qui refusaient carrément de nous soutenir dans cette voie-là. Il faut évidemment que maintenant on ait des partenaires économiques qui acceptent que nous avons besoin de trouver des emplois. Oui, nous avons besoin de trouver des emplois à la jeunesse africaine qui est importante. Et pour cela, il faudrait que l'économie, nos pays s'industrialisent. Donc voilà, je pense que c'est le constat que le président français a fait.
aujourd'hui. Oui, Elie, peut-être. Docteur, et toi d'abord. Oui, vous terminez. Pour terminer, même si il a quand même annoncé certains projets sur le plan de l'agriculture, le numérique, mais c'est essentiellement pour la forme. Au fond, sur le plan économique, la France a perdu le Cameroun. Oui, disons que c'est quand même amusant, parce qu'on a quand même fait passer 3 quarts de temps à prédire le déclin de la France, à prédire le changement du monde. Vous avez le temps de parole. Ne nous fais pas dire ce qu'on n'a pas dit. Mais pourquoi le déclin de son influence. Son influence. Vous avez parlé, monsieur Ressé, en France. Non, l'avantage dans son intervention, c'est qu'il vous a écouté. Oui. Mais il vous répond. Non, il vous répond. Il vous mais tout le monde est traduit autrement. Non. Il traduit autrement. Il n'était pas d'accord avec ce que vous disiez, mais vous a laissé parler. Bon, vas-y. Voilà. Non, vraiment, c'est assez incroyable de voir autant d'acteurs africains prédire le déclin diplomatique, politique, économique de la France. Une nation qui a quand même près de 700 ans d'existence. C'est quand même... Afrique a 6,2 millions Non, c'est quand même... Donc, quand toi, tu mais vous me laissez parler, s'il vous plaît. Je pensais que vous aviez changé. C'est quand même incroyable. Et donc, les Africains sont, globalement, c'est le discours qui est dans cette auto-glorification, de dire que voilà, maintenant nous sommes forts. C'est pour ça que je ne partage pas toutes les positions d'Elie Smith, mais j'ai l'impression qu'on est en train de se gargariser, de dire que voilà, on va se séparer de la France parce qu'on va aller maintenant plonger entre les mains de la Russie. Et je rappelle que je suis pro-russe, je rappelle. Ah bon? Vous savez. Non, je le rappelle. Bon, je suis au moins je suis moins pro-Poutine, voilà. Donc, je sais, mais c'est quand même assez incroyable de voir comment on est en train de se féliciter, de dire qu'on va quitter là-bas, on va aller dans les mains des Russes, on va aller dans les mains des Chinois. Mais on parle de quelle indépendance de l'Afrique, si bien que deux pays sont en guerre et toute la moitié, et les 3 quarts de la population mondiale sont affamés. 2 pays, l'Ukraine et la Russie. Si bien qu'on a dû, les Africains ont dû envoyer 2 présidents en exercice, aller supplier Poutine pour nous envoyer un peu de blé. Vous vous souvenez, le président de l'Union africaine. Donc il faut que les Africains quand même essayent un peu de se regarder dans la glace. La France, moi je rappelle que je ne suis pas pro-français, mais... Bah ça Oui. Bah ça Oui. Il ne suffit pas de le dire. Non, je ne suis pas pro-français. Il ne suffit pas de le dire. Je ne suis Laissez-le terminer. Non, je n'ai pas versé le l'eau bénite sur le plateau quand même. Je ne suis pas pro-français, mais il faut quand même même si on va se séparer d'une femme, on a quand même cheminé avec elle pendant un bon bout. On est encore avec elle au moins ces derniers moments, on vit encore. Et je pense, et je ne suis pas si péremptoire que vous, en disant que vraiment l'Afrique, la France est en train de partir. Voilà, on a une entreprise française qui vient de racheter Brassicole, qui vient de racheter une autre. C'est un autre débat. Non, on est sur l'économie. On est sur l'économie. On est sur l'économie. Non. Je ne veux pas comprendre ces exemples parallèles. Non, on est sur l'économie. On a une entreprise brassicole. Je ne veux pas comprendre, Roger, docteur et toi. Voilà. Je ne veux pas comprendre ces exemples parallèles. Restons dans le focus. Voilà. On a une vague d'entreprises de grande distribution qui ouvrent comme des françaises, qui ouvrent comme des champignons. Super U à gauche, but. On ne va pas les citer non plus. Bon, on ne va pas les citer. Voilà. Donc voilà, peut-être. Donc il ne faut pas tuer vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La France reste, et je pense que M. Com devrait tenir le même discours que je tiens, parce que c'est le président de la République qui a dit que la France reste un partenaire privilégié du Cameroun, un partenaire historique et un partenaire d'avenir.
Vous ne pouvez pas venir sur le plateau, se mettre à insulter la France et et cracher sur la France et tout ça pour dire que non, voilà. Je peux pas laisser passer. Non, ce n'est pas une guerre. C'est pas... Non, je ne peux pas laisser passer. Non, mais C'est le genre de débat que je n'aime pas. mais il n'y a pas eu insulte vis-à-vis de la France. Non. Ce sont des analyses. C'est pour dire. C'est une façon de parler aussi. Non, ce n'est pas une façon de parler. Non. Moi, j'ai de la famille en France, j'ai habité 35 ouais. ans. On ne m'apprend pas le même pays que j'habite. Laissez docteur établir. Je vais chuter en disant qu'effectivement, il faut avoir du respect mutuel pour ce partenaire historique, première chose. Deuxièmement, se tourner vers l'avenir, l'avenir qui est l'indépendance de l'Afrique, qui passe par le renforcement des capacités des Africains à se prendre eux-mêmes en charge. C'est-à-dire par la formation, par l'indépendance économique et monétaire, par le développement autocentré. Il faut laisser les débats, la Chine, la France et tout, ça nous chacun amène sa à place rien. au Cameroun. Élie d'abord. Je pense que non, Élie, permets-moi s'il te plaît. J'ai atteint un âge où je n'accepte pas, quand on ne saisit pas ma pensée, qu'on la déraille. Nous n'avons pas fait, moi personnellement, j'ai dit que nous sommes devant un monde en changement et que la diversification des partenariats est plutôt une bonne chose. Et dans cette expérience, il faut qu'on fasse attention, mais qu'on choisisse. Je n'ai pas dit qu'il fallait mettre la France hors du Cameroun. J'ai dit que c'est à la France de se battre pour retrouver sa place par le changement et l'adaptation à ce monde nouveau. Alors, M. Eto'o, qui, je ne sais pas pour quelle raison, nous présente comme des gens qui insultaient. Je n'ai entendu personne insulter. J'ai dit plutôt que c'est une grande visite dans la mesure où elle commence à faire cesser les malentendus que nous avons cru percevoir dans les rapports où notre politique était commentée d'une façon que je trouve légère et caricaturale. Alors, monsieur, toi, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, vous retirez donc. Je n'ai pas retiré, je ne vous autorise pas à me faire dire ce que je n'ai pas dit. Et je veux que ça cesse. Nous disons que la France n'est pas la solution à nos problèmes. Elle est le problème à nos problèmes. Nous, on le dit. Parce que vous parlez d'un... Et quelle est votre propre responsabilité? La responsabilité des Africains. Si le problème, c'est la France, nous, notre responsabilité, c'est laquelle? C'est qu'on n'a pas tout fait pour le moment de la remettre à sa place. La faute à qui? Je dis, voilà notre travail à faire. Vous poursuivez. Non, je poursuis en vous disant, vous parlez d'un partenaire historique. Oui, dans la colonisation. Oui, dans la néocolonisation. Oui, avec tous les avatars que cette présence. Aimé Césaire a dit. Non, c'était lui, Douala Terminal Port. C'était la bonne solution, monsieur. Allez-y. Soyez conséquents avec vos propos. Aimé Césaire a dit qu'il faudrait se poser la question si le fait d'avoir rencontré la France dans notre histoire n'est pas aujourd'hui, doit être perçu comme un cauchemar. Justement, c'est un Africain, hein, en réalité, Aimé Césaire. Donc quand vous pensez que dire que la France perd du terrain, c'est l'insulter, non, c'est la réalité. Les faits sont là. En matière économique, les faits sont là. En matière d'influence politique, les faits sont là. La vague qui vient d'Afrique de l'Ouest, c'est inédit. Elle perd du terrain pour qui? Attendez, c'est inédit. Et nous, notre responsabilité? Attendez, c'est inédit. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne notre souveraineté. On l'a gagné où? On la gagne. On l'a toujours, c'est le franc CFA. Mais on y est. Qu'est-ce qu'on a gagné? On est dans cette dynamique. Hein? C'est inédit, monsieur Dr. Eto'o. Vous savez combien on doit à la Chine? Vous savez? C'est vous ceux qui le savez, nous on ne le sait pas. Comme par hasard. Vous savez, c'est inédit qu'un régime africain dit à un ambassadeur français. Non, expulse. Expulse, oui. D'abord parce que c'est le mot simple. C'est inédit qu'un régime demande à la présence militaire française de payer bagage. Le monde a changé. Moi, j'ai l'impression que le logiciel... C'est là où on veut arriver. Le logiciel... Je pense que peut-être vous ne me comprenez pas. C'est là où il faut arriver. C'est pour ça que je suis admiratif de ce qui se passe au Mali.
admiratif même de ce qui se passe. Mais on est ici en se disant que voilà, on a perdu ceci, la France a perdu parce qu'il y a tel autre pays. Non, c'est là où c'est. Non, on a des comptes diversifiés. C'est là où je suis pas d'accord. Qui choisissons nos partenaires, c'est là où je suis pas d'accord. la France qui Vous fait avez des l'impression, partenaires. vous-même vous l'avez dit, qu'il y a 20-30 ans, l'influence économique de la France en Afrique a largement diminué. Non, mais je suis désolé, Anissé, toi qui as été engagé dans la lutte, Oui. la France votait pour tous les pays africains aux Nations Unies. Donc, il n'est plus dans la D'accord? lutte. La France votait, monsieur, mon âge me permet de donner cette leçon. Quand la France prenait un choix dans une question internationale, les blocs des pays, au moins de la zone franc, suivaient pas le vote. C'est fini cette époque moutonnière. Et le dire n'est pas contre les intérêts de la France. C'est à la France de mettre du dynamisme pour devenir éligible encore à cette relation. Lénine disait que généralement, l'impérialisme crée sa propre creuse sa propre tombe. La France a creusé sa propre tombe. Et les SMIC. Oui, nous on dit la tombe. En ne s'adaptant pas à la réalité du monde d'aujourd'hui. C'est ça le problème. Et nous leur disons que c'est raté. Est-ce que monsieur... Elle est une seconde. Elle est une seconde. Hein. Anissé termine. Je dis que si la France comprenait les enjeux, elle n'aurait plus ce ton péremptoire, condescendant que Macron a, par exemple, vis-à-vis de l'Afrique. Oser dire dans un pays souverain comme le Cameroun que les Africains sont des hypocrites, excusez-moi, c'est de la provocation grossière. C'est parce que justement on a cette histoire. Non. Que... RFI va dire qu'on a mal entendu. Ouais. Et Elie Smith aussi va nous dire, et France 24 va nous dire que nous ne comprenons pas le français. Donc, docteur et toi, nous sommes désolés. Hey, nous on se réjouit maintenant que la quête de la souveraineté nationale, politique, monétaire, financière, culturelle, est déjà amplement amplifiée. c'est irréversible. Et c'est irréversible. C'est le sens de l'histoire. Parce que la France joue contre le sens de l'histoire. Merci, Yannick. Elie et puis Mathurin. Oui, moi je pense que j'ai un collègue et ami, Antoine Glaser, qui avait écrit un livre comme ça. Oui, j'ai cité 3 fois. Non, c'est un ami commun, il dit la vérité. Oui, arrogant comme un Français en Afrique. Donc, M. Macron, c'est un monsieur arrogant. Les propos qu'il a tenus sont des propos qui ne sont pas normaux, mais ça ne m'étonne pas, il est français. Voilà. En termes économiques, oui, la France est en train d'avoir. Je mets aussi un petit bémol. Il y a quand même 300 sociétés françaises au Cameroun qui a une tissu industriel français qui existe. Il faut vivre les Camerounais. Qui emploient les Camerounais. Oui. Mais il y a 300 sociétés françaises au Cameroun qui emploient les Camerounais. Alors vous oubliez qu'il y a... des profits dans ces entreprises-là. C'est uniquement employer les Camerounais. Avec beaucoup de philanthropie. Anissé, s'il vous plaît. Allez-y, il n'est pas sur le plateau. Oui, je voudrais donc dire que c'est vrai, il y a un déclin de la France, économiquement et politiquement en Afrique francophone, mais la France reste quand même la 6e puissance économique mondiale et que dans le monde, c'est les intérêts qui sont importants. Si Macron vient, on doit répondre comme M. Bongo disait dans noir comme blanc. Les Français défendent la France, les Camerounais doivent défendre les intérêts économiques camerounaises. Voilà. Et deuxièmement, la France vient parce que la France veut créer ce qu'on appelle la francophonie économique, qui se base sur 2 pays en Afrique centrale, le Cameroun et la République démocratique du Congo. Mais c'est à nous, les Camerounais, de se défendre la position économique camerounaise. Absolument. Et je crois que la France aussi a un problème parce que le premier partenaire économique du Cameroun aujourd'hui, c'est le Nigeria, on peut le dire, parce que on voit même comment l'industrie brassicole nigériane attaque l'influence de l'industrie brasserie du Cameroun. Mais je trouve que moi, je ne voudrais pas aller dans ces problèmes de dire que la France a fait ceci, la France a fait cela. Moi, je trouve que les Camerounais doivent défendre leurs intérêts.
avoir un bon plan économique camerounais et cela veut dire que nous devions cesser la corruption, nous devions être réellement indépendants et si nous sommes indépendants réellement, ça va marcher. Et je ne peux pas terminer cette émission en demandant que les Camerounais doivent unanimement condamner l'occupation et l'invasion et l'agression russe vis-à-vis de l'Ukraine. Non, c'est ça. Condamner. Parce que nous avions eu les mêmes problèmes ici avec le Nigeria. Donc nous avions été victimes. Et puis, ceux qui pensent que, bon, je voudrais dire un truc à propos du Mali. Quand les Maliens, sur le joug de la France, pour aller sur Wagner qui paye 10 millions de dollars par mois, je ne trouve pas que ça c'est une indépendance. Mais par contre, je voudrais que pour revenir sur le plan purement économique, nous devions, je vais peut-être me répéter, je vais rester là, et que la France a un avantage que nous pouvions profiter. Ils ont une expérience que nous pouvions capitaliser. Ça doit être un accord gagnant-gagnant. Voilà. Pas dire que nous devions jeter la France hors de la porte. C'est quand même la 6e économie mondiale. L'autre problème que j'ai avec la France, c'est qu'elle doit respecter ses paroles. Par exemple, nous attendons les 40 millions d'euros que M. Le Drian avait promis pour la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Ça va aussi aider. Et vous savez que la question sur la condamnation de la Russie a expressement été posée aujourd'hui. Et que le chef de l'État n'a pas répondu. Et que le président Biya n'y a pas apporté de réponse. Et que lui vienne à Douala en fasse un débat là. Et d'ailleurs, que le président français également, au cours de la même conférence de presse, a explicitement demandé que l'Afrique condamne cette agression. C'est son problème. Mais il n'y a pas eu de réponse. Oui, mais le président Biya n'a pas répondu. Mais le président Biya, c'est quelqu'un qui est un libéral, qui connaît comment le monde est. Et si je veux que tu le lis, le connaisses maintenant. Il a écrit un livre qu'on appelle Pour le libéralisme communautaire, mais ce n'est pas le libéralisme au sens de Lee Smith et Cohen, Herman Cohen. Non, c'est un hybride entre les socialo-communisme Et les social-libérales. Et le libéralisme que le monsieur Biya est. Monsieur Biya n'est pas un aventurier, il connaît là où il y a l'intérêt camerounais. Et je pense que monsieur Biya ne peut jamais soutenir ou suivre les populistes qui pensent que les sauveurs, c'est les Chinois et les Russes. Voilà. La preuve, ce n'est pas le cas de Sri Lanka. Et il y en a sur ce plateau. Ne m'obligez pas à dire, mais docteur, toi, Non, ce que je pense. elle termine. Elle termine. Ne m'obligez pas à vous le dire. Elle termine. Ne m'obligez pas à vous le dire. Elle Ce que je termine, pense elle justement termine. De vos positions antérieures par rapport à la France. S'il vous plaît. Ou à l'Occident, Elle lorsqu'il y avait la crise du Covid. Elle est Ne terminée. m'obligez pas à dire ce que je pense de vous. Non, je l'ai terminé. D'accord. Je ne veux pas monopoliser la parole. Alors, moins de 10 minutes, on va faire le dernier tour de table. J'espère que tu ne me mets pas dans les populistes. On va faire le dernier tour de table. Parce que toi, tu vas à Afrique Média, lieu où que je ne fais mais- pas. Non, il faut qu'il ait... On va faire le tour de table sur une question simple. Qu'a-t-on gagné dans cette sortie d'Emmanuel Macron? Cette visite. Moi, je vais vous dire, c'est un moment de fin. Parce que j'aime pas quand les débats rentrent dans l'ambiguïté, ne lèvent pas les esprits. Moi, je crois que nous avons assisté par cette visite à l'aube d'une nouvelle ère, je l'espère. Parce que ce sont deux pays dont je suis très attaché. Mais si la France intègre le fait que l'Afrique a évolué, que le monde évolue et que nous devons entrer dans un partenariat gagnant-gagnant, c'est une très bonne nouvelle. Et je pense donc que cette visite était l'occasion pour lever des ambiguïtés et souhaiter maintenant que nous ne soyons plus traités comme une sous-préfecture française que nous ne sommes pas. Je termine aussi en disant, moi je travaille en France, ce qui n'est pas le cas de celui qui est présent comme la France, comme la plus grande puissance. Je connais la France. Ce n'est pas de notre faute si la France a régressé dans certaines choses. Mais on ne peut pas nous interdire, en tant que Camerounais, intellectuels, observateurs, de dire Merci, que oui. nous sommes dans la diversification et que personne ne doit interdire au Cameroun de diversifier ses relations, sinon il y a un problème. Docteur Roger, toi, qu'a-t-on gagné? Non, moi je pense que d'abord sur le plan diplomatique, le Cameroun garde son rang
dans le Conseil des Nations. Le Cameroun a toujours été consulté chaque fois qu'il y avait une crise mondiale. Vous vous souvenez justement à l'invasion de l'Irak, le ministre des Affaires étrangères français de l'époque, Dominique de Villepin, avait fait un séjour ici au Cameroun pour essayer de recueillir... Nous présidions le Conseil de sécurité à l'époque, effectivement, à travers... était dans le bureau ovale. Effectivement, donc aujourd'hui encore avec cette crise ukrainienne, le Cameroun se replace encore sur l'échiquier mondial et je pense que sur le plan diplomatique, c'est une très bonne chose. Sur le plan économique, moi j'ai bien suivi l'adresse, les discours des deux présidents et je pense que les deux sont d'accord pour réorienter la coopération économique entre la France et l'Afrique, notamment sur j'ai bien sûr le président français parler de l'entrepreneuriat, des échanges économiques entre les deux pays. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose. Mais il y avait également l'aspect culturel. Nous avons le français en partage, nous avons des artistes, nous avons des intellectuels africains qui manient très bien la langue française. Qui manient très bien la langue française, qui sont parmi les meilleurs au monde. Nous avons, c'est un exploit. Oui, c'est un exploit. Nous sommes en mot de fin. Professeur Bébé, c'est pas n'importe qui dans le monde quand même. Et donc, c'est pas n'importe qui. Je l'aime beaucoup. Et donc, non, je provoque personne. Vous terminez, docteur. Même sur le plan culturel, je pense également qu'il y a eu, ça s'est très bien passé. Et nous avions un peu peur de la météo. Et nous avons vu que même le ciel a été clément. Je pense que c'est une visite qui est réussie à 100%. Mathurin Biol, ce qu'on gagne, je pense qu'on constate que les mentalités, n'est-ce pas, progressent en Afrique, n'est-ce pas, notamment au Cameroun. On voit que il y a de cela des années, quelques années antérieures, on aurait assisté à un spectacle où des gens, n'est-ce pas, dans la rue, machin, pour essayer, c'est pas, d'accueillir un prophète qui arrive au Cameroun, mais ça n'a pas été le cas. Donc, peut-être savait-il qu'il n'allait pas avoir l'accueil qu'il souhaitait. Donc, en fait, en Afrique, il y a quand même une évolution. Donc, c'est ça qui doit être salué. Et aussi, nous, dans le cas du SDF, nous avions évidemment demandé au président de la République, n'est-ce pas, d'avoir une attitude respectueuse pour le peuple camerounais et de ne pas se comporter... De quel SDF vous parlez? Nous sommes en mode de feu. Il y a une résolution qui a été publiée, donc vous pourrez la lire. Vous terminez sur SDF à une autre occasion. Ce que nous avons donc, nous félicitons, nous encourageons, c'est que ce que nous observons au niveau des attitudes des Camerounais et des Africains en général. Donc, on pense que c'est ça qui va nous permettre tellement de construire un continent libéré, un continent fort, un continent qui évidemment connaît où se trouvent ses intérêts. On l'a dit tout à l'heure, là, les pays qui s'alignaient en général, n'est-ce pas, sur les positions françaises, ne l'ont pas fait dans le cadre de cette crise que nous vivons aujourd'hui, et ça nous satisfait, et ça nous et puis Elie Smith pour terminer. Cette visite a été comme le révélateur que le Cameroun bouge, que le sentiment national pour la souveraineté de notre peuple est véritablement ancré. On s'est réjoui par exemple que le problème du contentieux historique avec la France par rapport aux années 50 et 60 a pratiquement été repris par tout le monde. Et je crois que c'est une bonne chose. Et c'est une très très bonne chose. Peut-être que cette contestation n'a pas pris les allures spectaculaires de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Mais je crois qu'elle est beaucoup plus profonde. Le Cameroun est un élément stratégique dans la libération d'Afrique. Le Golfe de Guinée, le nœud gordien, c'est nous. Vous savez, on parle souvent du Mblé, du Djéméa. C'est l'esprit de l'UPC qui gagne ce pays. Elie Smith, on termine avec vous à Yaoundé. Tiens donc. Oui.
Oui, moi je veux dire que c'est une victoire diplomatique pour le Cameroun et personnellement pour Paul Biya. Et c'est une victoire de l'expérience, une fougue de la jeunesse et la naïveté de M. Macron, le président français. Docteur Roger, toi, Hervé Emmanuel Com, Anissé Kané, et puis Mathurin Biol, sans compter Elie Smith qui était à Yaoundé. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Et oui, bien sûr, Jean-Jacques Ndiok Miseke, qui est le PCRN Europe à partir de la France, qui a également tenu à donner la voix de son parti dans cette émission. Merci vraiment à vous tous d'avoir contribué au décryptage de cette visite officielle du président Emmanuel Macron au Cameroun, accueilli et puis reçu en audience par le président Paul Biya. Bonsoir et à mardi prochain.